Et je me souviens, pendant que j'écrivais mon livre, d'avoir relu une lettre. Et donc j'apprends par ce biais finalement qu'il a été membre des troupes de choc. J'ai écrit un livre sur mon père qui s'appelle Un rêve de Rive aux éditions Slatkin et compagnie. Et donc dans ce livre, je raconte la trajectoire paternelle, la trajectoire de mon père Ahmed, qui est né en 1925 dans l'Algérie coloniale, en Kabylie plus précisément. Et donc c'est un homme qui va très vite avoir le besoin de sortir, de s'extraire en fait de cette Kabylie qui était donc cette Kabylie coloniale où on pouvait imaginer le poids de la domination française. Et en fait très vite il va commencer à aller à Alger, à traîner dans les faubourgs de la Casbah, à vivre un peu une vie de vagabond comme ça. Il va s'en aller en métropole en 1948 contre l'avis de ses sœurs et de sa mère parce qu'en fait il a envie de vivre. Alors, je ne pense pas du tout que mon père ait fait une immigration économique en venant en métropole. Je pense que c'est quelqu'un qui ne tenait pas en place et qui avait envie de vivre la grande vie. Alors visiblement, il arrive donc dans le sud de la France, à Marseille. Il passe quelques temps à Marseille, il travaille, il connaissait plutôt bien cette ville. Et puis ensuite, il monte à Paris, comme on dit. C'est un Paris, j'imagine, extrêmement cloisonné, où les musulmans, comme on disait à l'époque, restent entre eux. Il n'y a pas vraiment de mélange. Et en même temps, je pense que c'est, comme je le disais tout à l'heure, je pense que c'est une période pour lui qui a été très intéressante, très vivifiante. Et je me souviens de photos où on le voit, on dirait, voilà, c'est un Italien de Paris. C'est ce que me disait une historienne. Mais Kabyle, à cette époque, c'était vraiment voilà, le feutre, la gabardine. C'est une autre histoire. Voilà, et très vite, son histoire personnelle va commencer à rentrer dans la danse, si je puis dire. Il se met en couple avec une femme européenne. J'utilise le terme, le vocable de l'époque, mais une Française finalement, avec qui il va avoir deux garçons. Et arrive la guerre d'Algérie. Et c'est vrai que dans mes souvenirs familiaux, j'ai souvent entendu dire qu'il avait une implication dans cette guerre, qu'il avait dû faire des choses pas très faciles. Et en fait, je vais trouver des choses très intéressantes ce jour où je me rends, ce jour d'hiver 2020, où je me rends à la préfecture de police pour prendre connaissance des archives, puisque je rentre son nom dans le moteur de recherche. Et là, je tombe sur une affaire notamment, une condamnation pour atteinte à la sûreté de l'État. Donc c'est une affaire, en fait, il est considéré comme terroriste, puisqu'à cette époque, le FLN était une organisation clandestine et terroriste pour l'État français. Et donc je fais une demande pour pouvoir consulter ces archives, parce qu'en fait, elles ne sont pas communicables. Et j'ai besoin donc de faire une dérogation, ce qui va être fait, et je vais mettre presque un an pour accéder à ces documents. En fait, qu'est-ce que j'apprends sur ce père à ce moment-là? C'est que donc il a bien été condamné pour atteinte à la sûreté de l'État. Et en fait, je ne sais pas exactement pourquoi. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce père, qui ne lit pas bien le français, qui ne l'écrit pas, qui le parle très bien en revanche, ce père a gardé un réflexe dont j'ai compris l'origine par la suite à travers mes recherches, c'est qu'il garde tout. Il a énormément d'archives. On pourra en reparler parce que ça dit quand même des choses. Il n'a pas raconté de manière verbale et orale toute cette vie, toute cette époque, mais en revanche, il a laissé des photos en libre accès pour ses enfants. Donc c'est une façon de raconter aussi, je trouve. Et je me souviens, pendant que j'écrivais mon livre, d'avoir relu une lettre que j'avais déjà certainement lue quand j'étais gamine, mais qui n'avait pas du tout pris cette dimension. Où, clairement, il demande à l'État algérien, en écrivant un courrier, il me semble, à l'ambassadeur d'Algérie en France, après la guerre, qu'est-ce que l'Algérie compte faire pour sa jeunesse qui s'est mouillée dans ce combat, qui a laissé des plumes, qui a pris des risques, etc. Et là, il précise en fait qu'il a fait partie des troupes de choc, qui sont une organisation clandestine dans l'organisation clandestine, et qui sont en fait une section chargée d'abattre les cibles qui posent entrave aux objectifs posés par le FLN. Et donc j'apprends par ce biais finalement qu'il a été membre des troupes de choc et qu'en fait il n'a jamais touché de pension
d'anciens combattants. Parce que comme c'était une organisation terroriste, les choquistes, comme on les appelait, avaient ordre de se fondre dans la masse, d'être invisibles, de raser les murs, de ne pas avoir d'existence, de ne pas se syndiquer. Ils étaient même souvent affranchis d'impôts révolutionnaires. Voilà, ils devaient vraiment passer entre les lignes parce que justement, sur eux reposaient des filières en fait, du FLN, des filières tout entières. Ma réaction, quand je l'ai compris, je ne vous cache pas qu'il y a eu quand même un sentiment de fierté, non pas parce qu'il a certainement dû éliminer des personnes, mais parce qu'en fait, il a joué son rôle dans cette révolution. Donc quand je dis fierté, je suis à un niveau au-dessus. Il a joué un rôle dans cette révolution, il était du bon côté de l'histoire. Et ça, je trouve que c'est intéressant.